Bienvenue en ce 1er décembre sur Radio Corse International, sur TPAES. Voilà, on débute donc un peu le calendrier de l'Avent. Comme les enfants, on va aller chercher un petit chocolat dans ce calendrier. On est le 1er décembre et on va souhaiter une très très bonne fête à toutes les Florences. Bonjour, salut à tous. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, donc c'est assez agréable. Le temps était au beau fixe. Ben voilà, on attaque le mois de décembre, les enfants. Noël se rapproche assez rapidement. Plus que quelques, comme on dit aux enfants, plus que quelques dodos. Donc plein de cadeaux donc à commencer à prévoir donc pour ce Noël pour nos enfants. Donc la matinale qui débute comme d'habitude avec de la météo, avec de l'information, du turf, de l'horoscope. Nous allons retrouver aujourd'hui Monsieur Cinéma aussi. Nous allons retrouver Pierre-Louis Alessandre et on va faire un petit retour sur Camera Politica avec une spéciale que vous allez retrouver en fin de matinale, donc avec l'ensemble des intervenants qu'on a pu recevoir donc au micro de Radio Corse International. Voilà pour le programme de cette matinale donc de ce 1er décembre 2025. Voilà donc pour l'ensemble de la programmation. On débute avec la météo si vous voulez bien. Philippe Jam qui s'installe. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera le plus souvent gris aujourd'hui, avec même quelques petites pluies et quelques flocons au-dessus de 1500 mètres. Le vent sera faible en général. Quant aux températures maximales, elles seront finalement assez douces pour la saison. 13 à 17 degrés en bord de mer et de 4 à 12 degrés dans l'intérieur selon l'altitude. Après qu'un bateau de pêche a été entièrement détruit par les flammes dans le port de Chentouri, l'embarcation a coulé et entraîné une petite pollution marine, le parquet de Bastia a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'incendie. Les 2 hommes arrêtés en milieu de semaine dernière dans le cadre de l'enquête sur l'incendie d'un hangar de l'entreprise de Marco Furfao à Luciane sont jugés ce lundi en comparution immédiate. L'un d'eux, connu des services de la justice, avait été placé en détention provisoire, l'autre laissé libre en attendant le passage devant le tribunal correctionnel de Bastia ce lundi. Ils nient tous les deux les faits. Les marins CGT de Corsica Linea et de la Méridionale ont déposé un préavis de grève de 24 heures pour demain, mardi 2 décembre. Ce mouvement concerne l'ensemble des ports de continuité territoriale, ainsi que ceux de Toulon, Nice et Marseille. Le syndicat dénonce la concurrence de Corsica Ferries et exige l'arrêt de la nouvelle ligne entre Toulon, Ajaccio et Propriano, qui, selon le syndicat, fragilise le service public maritime. Le syndicat qui demande également la récupération de plus de 200 millions d'euros d'aide d'État perçue illégalement par la compagnie, ainsi qu'un engagement écrit garantissant le financement des DSP jusqu'en 2030. Le journal Terre Corse, publication du Parti communiste français, organisé ce week-end à Bastia, ses traditionnelles journées. Au programme, projection d'un film sur les 80 ans de la sécurité sociale et 2 débats sur des sujets d'actualité, la sécurité sociale et la justice sociale et la situation de la gauche en Corse. Pour Michel Stefani, le secrétaire régional du parti pour la Corse, la gauche est aujourd'hui dans une situation de faiblesse et n'a pas la capacité d'en sortir avec la force nécessaire pour porter les aspirations populaires à vivre mieux en Corse. Pour le Parti communiste, l'île est confrontée à plusieurs problèmes, la cherté de la vie, le logement social ou encore l'emploi. L'absence d'une force de gauche suffisamment forte impacte la vie en Corse et il y a nécessité de s'engager dans la recherche d'une construction politique qui permettrait à la gauche de peser à nouveau en Corse comme dans tout le pays, souligne encore Michel Stefani. Une gauche, il est vrai, bien divisée, notamment à Bastia, puisqu'on trouve des politiques de gauche aussi bien dans la majorité municipale nationaliste que dans les listes de candidats qui briguent la mairie en mars prochain. Le PC ne figure ainsi pas dans la liste panachée gauche-droite nationaliste de Julien Morganti et s'est retiré de celle de Jean Zuccarelli et de Jean-Martin Mondolodi. À Bastia, justement, ce week-end, Nicola Battini a lancé sa campagne pour les municipales. Le président de Mossa Palatine amènera cette campagne avec des colistiers RN et UDR. Ces élections municipales sont pour Nicola Battini l'occasion d'engager une véritable politique, une révolution du paysage politique corse. Parmi les priorités, le logement notamment. À Porto Vecchio, justement, Corinne Fronte s'est longuement attardée sur le logement social en Corse.
Pour le mouvement nationaliste qui tenait une conférence de presse, 2 acteurs entraînent un dysfonctionnement du système. Erilia, principal bailleur social en Corse, qui gère 42% du parc, et Action Logement. Pour pallier à ces problèmes, le Parti nationaliste propose une rupture fondée sur un statut de résident de 10 ans pour l'accession à la propriété, une gestion intégrale du parc social par la collectivité de Corse, une priorité d'accès au logement pour les Corses ou encore l'encadrement des loyers. Enfin, dans le cadre de sa stratégie nationale en matière de chasse, le service départemental de l'Office français de la biodiversité a réalisé ce week-end à Santo Pietro di Venaco une opération visant à garantir l'exercice d'une chasse durable à l'échelle du territoire. Les objectifs de cette opération concernaient les enjeux sécuritaires impactant les non-chasseurs, tir en direction des routes, habitation, transport illégitime d'une arme ou non placée sous étui, port des équipements fluorescents et bien sûr la sensibilisation et l'information auprès des acteurs avec un rappel des règles de sécurité concernant le port des munitions, les risques de ricochet lors des battues. Merci Philippe, et puis on se retrouve dans un petit moment donc pour l'ensemble des invités, puis pour le retour de l'information. On s'en va du côté de Vincennes, c'est pour les pronostics hippiques, les courses hippiques de ce jour, avec tout le petit pronostic de notre cher Rémi. Prenez votre stylo, un petit morceau de papier, notez bien pour aller pouvoir jouer dans le PMU le plus proche. Rémi, pour les pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 2, Héros de Choiseul, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 4e course, où le 6, Joshua Piégy, devrait l'emporter, tout comme dans la 6e, le numéro 1, Miss Blackberry. Bon jeu à tous. Un petit clin d'œil pour notre ami Christophe Dicaro, que vous retrouvez donc demain sur nos antennes, à savoir qu'il a un café philo qui est prévu à Pianello, au coin du feu. On se met quasi à des sauvegarder, loin à voir. Et c'est ce samedi, donc à partir de 18h30. N'hésitez pas donc à vous inscrire. Donc pour ce café philo, 18h30, 20h, donc à Pianello, au coin du feu. Après, il y aura un apéro dînatoire et tout le reste. Voilà, donc pour les habitués, vous avez ce petit rendez-vous. Pour l'instant, on se fait un petit clin d'œil côté horoscope. C'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui, vous allez pouvoir dépasser quelque chose qui était bloquant, quelque chose qui vous freinait, et vous allez le faire avec une très grande réussite. Donc j'ai envie de dire, bien joué. Les taureaux, vous avez des capacités qui vont vraiment vous permettre d'avoir de très bons résultats, des félicitations. En tout cas, sachez justement utiliser vos côtés positifs pour pouvoir apporter cela dans votre vie et avoir des résultats qui seront très satisfaisants. Les Gémeaux, vous pouvez peut-être rencontrer un cycle qui se répète, un schéma qui se répète par rapport à vos proches ou à votre famille. Ça peut être agréable ou pas, mais ici il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose qui demande votre attention. Les cancers, il va falloir apprendre à gérer ses émotions, sa tristesse, qu'est-ce qu'on peut faire, comment vous pouvez vous apaiser au mieux ou peut-être tout simplement comment ne serait-ce que penser à autre chose pour que ça aille déjà un petit peu mieux au niveau du cœur. Pensez à vous, prenez soin de vous. Les lions, vous allez avoir des choix importants qui vont vous permettre une très très grande avancée personnelle, réfléchissez bien. Les vierges, la situation, ou en tout cas ce que vous vivez en ce moment peut être assez bloqué ou stagnant, ce n'est pas pour rien. Il va falloir faire preuve d'acceptation, vous ne pouvez pas aller contre la vie et ce qu'elle vous apporte. Les balances, des rencontres importantes, fortes et qui vont certainement vous rester en tête. Il y a des gens que vous rencontrerez par rapport au travail que vous n'oublierez pas comme ça. Les scorpions, vous vous battrez pour une relation, pour que cette relation dure et pour que les choses durent toujours. Parce que quand vous aimez, c'est à 100%.
Les Sagittaires, vous n'hésiterez pas, ou en tout cas on pourrait vous recommander de mettre du changement si cela est nécessaire. N'hésitez pas à vous faire respecter, mettez vos limites et surtout faites des actions différentes pour avoir des résultats différents. Les Capricornes, vous pourriez prochainement susciter la jalousie. N'hésitez pas à vous protéger, à faire en sorte d'être immunisé à cela ou à le repousser au maximum possible. Les Verseaux, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de paix, vous avez certainement besoin de temps pour vous et d'être chill. Et ça, je peux très bien comprendre. Bon courage pour trouver ce temps à vous accorder. Et enfin, les Poissons, vous pourriez être assez distant au niveau de votre téléphone. Oubliez de répondre à certaines communications. Faites juste attention à ne pas vous prendre un reproche par rapport à cela. Mais en tout cas, vous avez la tête occupée par d'autres choses. Donc essayez de rester focus sur ce qui est vraiment important. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Du cinéma au programme donc pour votre matinale avec Alain Luciani, et aussi la conférence qu'il va donner donc ce soir. Allez, pour l'instant, on va parler de Clint Eastwood. Amici di Cinema, vi saluto. Avec un parcours qui s'étend sur 70 ans d'histoire du cinéma, Clint Eastwood a incarné un nombre impressionnant de personnages cultes qui recouvrent tous les genres et ont fait de lui la dernière légende hollywoodienne. Clint, c'est vraiment le dernier géant d'Hollywood, de l'acteur de série western à L'homme sans nom de Sergio Leone, de l'inspecteur Harry, le charognard, jusqu'au vrai faux raciste de Gran Torino. Clint Eastwood a personnifié à merveille, comme acteur ou cinéaste, comme acteur et cinéaste, toute une galerie de héros américains. Des héros méga populaires et pourtant, quelquefois, très méprisés par la critique bien pensante. Clint, c'est qui? C'est quoi pour tous les amoureux du cinéma? D'abord, bien sûr, un visage, creusé très jeune par des rides qui lui ont façonné son fameux rictus. Clint sait raconter l'Amérique dans ce qu'elle a de plus grand, mais aussi dans ce qu'elle a de plus médiocre, comme dans Mystic River. Clint, c'est l'éternel étranger cracra et solitaire, qui parle peu, et le plus souvent entre ses dents, comme dans Pale Rider ou L'homme des hautes plaines. Clint, c'est celui qui penche très souvent du côté des rêveurs, des marginaux, comme dans Bronco Billy ou Honky Tonk Man. Clint, c'est celui qui n'hésite jamais à s'attaquer aux hommes de pouvoir et d'injustice, comme les shérifs, les chefs de police, les maires, les gouverneurs, les membres de la CIA. Clint, c'est celui qui offre les plus beaux rôles à des stars féminines comme Meryl Streep ou Angelica Jolie. Clint, make my day forever. Ah bon, Simon. Je sais à quoi tu penses, connard. Tu te demandes si j'ai tiré 6 balles ou 5 seulement. Avec tout ce bordel, je t'avoue que je n'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un Magnum 44. Le calibre le plus puissant au monde qui te videra la tête de toute ta cervelle. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance ou non? Voilà, bon, que pour ce rendez-vous à partir de 18h30, Café des Palmiers sur la place Saint-Nicolas. Donc pour la promenade cinéphile donc d'Alain Luciani, que nous retrouvons aussi sur l'antenne de Radio Corse Internationale et Télépaèse, donc en permanence pour la présentation donc de ces rencontres. On se fait un petit détour cette fois-ci avec Monsieur Pierre-Louis Alessandri, Gisoe Oache. Il va nous parler des vaches qui sont un peu de partout, qui se baladent
parfois même en pleine ville du côté de Bastia, du côté de l'hôpital. Mais bon, allez, Pierre-Louis Alessandri et sa petite chronique. A cronica di Pedro Luigi Alessandri. E torna a Vignale chi è un bello paese. La problematica di vacche e altri animali che corrono nelle strade di Corsica continua di poi decenni e decenni. A correre anch'ella senza che i poteri pubblici, merie, sindicati di comune o Stato portessero una soluzione. A stampa ha parlato spesso di questo problema e in particolare quando le vacche in divagazione hanno causato la morte di automobilisti. Perché? Le vacche tombano e feriscono. Gli esempi sono legione. Vacche che si spasseggiano giorno e notte nell'alto astiaccio intrameso le vetture di parking di casali, che attraversano a mezzanotte a grande via di Uvango, sempre in Bastia, tombe carpigliate, bortolate in dei cimidò. Vi pare normale ai giorni d'oggi che le popolazioni siano messe in pericolo da animali che dovrebbero essere impraticiosi? Se lo si ne crede certi dati, ci sarebbe più di 20.000 vacche selvatiche cappiate in della natura. Una conseguenza di un sviamento di legge europea che prevede aiuti in soldi per il pastoralismo e dunque per il possesso di vacche in zone di montagna. Se non c'è pastori professionali che rispettano le regole perché gli uso guadagno, ce n'è d'altri che possiedono vacche solo per toccare aiuti e lasciano l'animale vagabondare per strade campagnole o urbane. È così che di fronte a sta dispero si trova di quando in quando vacche tombe a bordo di strade come in Petrusello settimane fa. I poveri animali non ci sono per nulla e tombarli non è una soluzione. Ma sti fatti sono la conseguenza di una mancanza di soluzione e parecchie misure sono state proposte, poco o mica sono state efficaci. E Meria non hanno abbastanza soldi per mettere in opera misure per riguardare gli animali e chiuderli in prati serrati. Un Stato è piuttosto muto di fronte a questo pericolo pubblico. Allora, i fucili parlano. Ultima e cattiva soluzione. Come verranno in Normandia, paese di produzione di latte vaccino e di carne? Qui le vacche guardano passare i treni, serene e chiose, indesobrati. In de noi sono spesso lungo la strada ferrata, mettendo in pericolo la circolazione di treni. Andate a capire. On refait un petit détour sur les titres de l'information de ce jour avec Philippe Jam. Après qu'un bateau de pêche a été entièrement détruit par les flammes dans le port de Centuri, le parquet de Bastia a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'incendie. 2 hommes comparaissent ce lundi devant le tribunal correctionnel de Bastia, soupçonnés d'avoir incendié un hangar de l'entreprise de Marco Furfao à Luciada. Les marins CGT de Corsica Linea et de la Méridionale ont déposé un préavis de grève de 24 heures pour demain, mardi 2 décembre. Ils dénoncent notamment la concurrence déloyale de Corsica Ferries. Météo, un ciel qui aura une couleur bien grise ce lundi avec même quelques gouttes en matinée, de la neige à partir de 1500 mètres. Voilà donc pour une partie de la matinale, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va retrouver donc un petit retour sur Caméra Politica qui a eu lieu à Biguglia la semaine dernière, le week-end dernier. On va en parler donc avec les intervenants. Nous serons donc les invités dans ce jour. Notre invité aujourd'hui, Nathael Maini, comédien et metteur en scène, invité de cette 2e édition de Caméra Politica à Biguglia.
Nathanaël, bonjour. Bonjour. Un petit mot tout d'abord sur votre cursus. Vous avez débuté, je crois, vous avez fait votre scolarité à Bastia, mais après vous avez vite bifurqué sur le cinéma. Il n'y a pas de possibilité de se former à l'époque. Et donc je suis parti à l'âge de 15 ans pour me former au Conservatoire d'Avignon et mener ma vie d'artiste. Je suis entre Paris et la Corse depuis que j'ai 19 ans. Mais je n'ai jamais coupé le lien avec la Corse, où je fais au moins un projet par an, que ce soit théâtral ou bien audiovisuel, des séries ou des tournages, oui, bien sûr. Alors, une belle carrière. Une petite anecdote, c'est quand vous étiez en troisième, je crois, vous êtes passé devant le conseil d'orientation, on vous dit, il y a pas de... C'est pas un métier. C'est pas un métier, donc voilà, nous sommes partis. Vous avez démontré Non, mais je trouve ça dommage pour les jeunes de leur expliquer, parce qu'il y a 1000 métiers en plus dans ce métier. Moi, je suis intervenant à l'université, je fais du doublage, enfin, il y a 1000 métiers, on peut devenir réalisateur, et moi, quand j'avais exprimé ce souhait de me diriger vers cette branche, on me disait que c'était pas un métier, donc il a fallu partir. J'espère que cette personne s'est remise un peu a revu un petit peu. Ah zut. Non, mais c'est sûr que ça peut, si on n'est pas accompagné par sa famille à cet âge-là, à l'âge de 15 ans, on peut très vite se décourager. Démotiver, bien sûr. Alors, vous avez fait beaucoup de voyages. J'ai vu, surtout en Asie. Oui, j'ai travaillé pas mal aux États-Unis quand j'avais 30 ans. Et puis maintenant, c'est plutôt l'Asie où pendant le Covid, j'ai décidé de me confiner au Cambodge. Et donc, j'y ai vécu 3 ans et j'ai pris la direction de la troupe francophone là-bas sur plusieurs années. Je ne fais pas de création cette année, mais j'espère renouveler l'expérience. Oui, de prendre la direction de cette troupe, ça a été magique en temps de Covid. Et mon but, c'est évidemment... comme ici, je m'intéresse à la langue et au territoire. Quand je travaille en Asie, évidemment, je travaille avec des francophones, mais aussi l'objectif, c'est d'amener les Cambodgiens au théâtre. Justement, quel était votre registre? Quel registre vous aviez là-bas? Des auteurs français, c'est ça qu'ils attendent. La troupe francophone est constituée donc en majorité de Français, mais au moins faire venir les Cambodgiens au théâtre, c'était ça mon objectif. Alors c'est un gros travail parce que il y a tout à faire. Bien dans la culture, non, ils ont leur propre, un théâtre d'ombre, un théâtre que je ne maîtrise pas. Donc j'essaie de m'intéresser à leur façon de faire, mais je sais qu'ils sont très curieux et j'aimerais aussi développer justement faire connaître les auteurs français ou francophones au Cambodge, et c'est pour ça qu'on travaille avec l'Institut français. Justement, leur culture, ça vous a apporté quelque chose aussi dans le théâtre, leur propre théâtre? Bien sûr, le Cambodge, c'est un coup de foudre, bien sûr, mais c'est une population, oui, on tombe amoureux du pays et du peuple. Moi, je vois de la poésie partout là-bas. Les scènes quotidiennes, pour moi, sont des scènes complètement poétiques, et j'ai très envie de continuer à aller au Cambodge, à fréquenter ces personnes, et oui, parce qu'ils m'inspirent. Alors, vous en parliez à l'instant, vous êtes aussi à l'Université de Corse. Oui, ça fait 4 ans. Quel est un peu votre rôle? J'accompagne les 3e années en licence art du spectacle. J'interviens de janvier à avril, et tous les ans, j'essaie de proposer une nouvelle forme, une nouvelle écriture. Oui, la jeunesse corse est aussi quelque chose qui m'intéresse. Je voudrais continuer, apporter. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré plus jeune de personnes qui m'ont beaucoup apporté, inspiré, et j'essaie, moi, humblement, pour cette jeunesse, amener toutes mes expériences et essayer de les mettre à disposition. Je ne suis pas un professeur, j'ai jamais été un professeur, mais je suis un accompagnateur.
Alors, on vous connaissait comédien, metteur en scène. On vous découvre donc réalisateur. C'est la première réalisation que vous faites avec ce film. Voilà. Au monde où Una chaîne. Le monde est un théâtre. Oui, ça vient d'une réplique de Shakespeare. C'est un hasard total. Moi, j'accompagne donc dans mes diverses activités. Il y a une chose qui me tient très très à cœur, c'est cette troupe de Capinchaine qui se trouve à Roliane, que j'accompagne depuis 15 ans. Donc, ce sont des amateurs. Il y a des habitants du village. Ils sont une quinzaine. Il y a un noyau dur, et puis il y en a qui abandonnent pendant 3 ans, et puis qui reviennent. Et, cette année, par exemple, c'est 10 personnes, et ça fait 15 ans que je les accompagne. Donc nous nous retrouvons en octobre, une constitution d'un groupe. Ils me font confiance à l'aveugle. Je propose un texte. J'essaie de proposer un texte qui correspond tout à fait, un texte sur mesure. Et tous les ans, j'essaie de proposer une nouvelle aventure, une écriture exigeante, poétique, politique. Et l'hiver, nous travaillons dans cette confrérie de Roliane. C'est assez magique. J'essaie de les retrouver un week-end par mois en hiver, et puis ils se produisent en été. Donc maintenant, ce sont des amateurs, mais ce sont des amateurs qui ont 15 ans d'expérience. Donc ils font un gros travail. Moi, je trouve ça passionnant. C'est une aventure qui me nourrit autant, sinon plus, que les autres aventures que j'ai à vivre, que ce soit dans le milieu professionnel. J'apprends autant qu'eux, et ça me permet d'explorer des terrains incroyables. Et donc, c'est un hasard total. Un producteur s'est intéressé, s'est pris, je ne connais pas ses raisons intimes, toujours pas, mais il y a 4 ans, un producteur, j'étais en tournage, on était à la cantine, et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais après ?» On était sur Angoulême, et je lui dis « Voilà, je rejoins cette troupe au bout du Cap Corse. » Il se trouve que ce producteur est corse, Jean-Pierre Alessandre, Ramona Productions, qui m'a dit « Je veux faire quelque chose avec cette histoire. » Et il engage tout de suite une équipe pour filmer, la troupe. Et donc, il nous a suivis pendant 4 ans pour faire un film qui est en cours de montage, un long métrage documentaire qui est en cours de montage. Et pendant ce tournage, il m'a proposé d'accompagner un documentaire qui est un peu un poisson pilote ce long métrage à venir, qui viendra en 2026 ou 2027, je ne sais pas trop. Donc, c'était une année particulière où nous avions un texte d'un auteur irlandais, Brian Friel, et il se trouve qu'on a eu la chance d'être invité par le théâtre de Letterkenny, qui est la ville de l'auteur, Brian Friel, qui est décédé aujourd'hui. Donc c'est un peu un théâtre à sa gloire, on va dire. Et tout le monde là-bas connaît son œuvre. Donc j'ai eu le bonheur d'accompagner cette troupe de Roliane, et pour la première fois ils se sont produits dans un vrai théâtre, et quel théâtre, le théâtre de l'auteur Brian Friel, et donc ce documentaire traite d'éducation populaire, de qu'est-ce qui se passe dans un village en Corse en hiver, et surtout de c'est un road movie. Ce sont la Corse et l'Irlande. Ouais, c'est 15 comédiens amateurs qui partent se produire sur une vraie scène, parce que nous jouons dans une confrérie, c'est très modeste. Et là, ils ont découvert un univers professionnel. Et moi, j'étais le plus heureux du monde de les emmener sur la terre de cet auteur que j'adore. Et voilà, donc c'est une expérience magique, et on a la chance donc d'avoir pu le figer dans un documentaire. Alors la place à Caméra Poulidiga, ça a été une surprise, parce que moi, en faisant ça, je me disais pas que je faisais quelque chose d'engagé. Oui. C'est Michel Courreau, la présidente, qui m'a expliqué en quoi il avait sa place dans un cinéma engagé. Alors justement, vous parlez de cette pièce. Comment vous les choisissez, les pièces ? Vous vous réunissez entre vous, c'est vous qui dites on
qui disait on va faire cette pièce? J'observe la constitution du groupe, Oui. les âges, le nombre de femmes, le nombre d'hommes et tout ça. Et j'essaie de trouver le texte sur mesure. Donc c'est vrai que... et tous les ans, j'essaie de proposer des choses différentes. Des textes contemporains, des textes classiques. C'est un endroit où on peut explorer. Donc... on est exigeant, je pars sur du Shakespeare, je pars sur des écritures contemporaines. Cette année, c'est du Lagarce. C'est exigeant du Lagarce. De choisir de Lagarce, c'est pas rien. Ils ont des pavés et puis un rythme. L'auteur sera un classique demain. Jean-Luc Lagarce est un auteur magistral. Donc voilà, j'essaie de proposer des textes forts et de les embarquer avec moi. Ce sont eux qui valident. Hein. Oui, voilà. Je propose une lecture. Là, il y a eu plusieurs textes avant que soit validé celui-ci. Ils mettent la barre assez haut, alors, en fait. Oui, je crois. Et tant que tout le monde n'est pas partant sur l'aventure, je reviens avec une nouvelle proposition. Mon travail, c'est d'arriver avec une proposition qui les rende heureux, parce que mon objectif, c'est qu'ils soient heureux. Et bien sûr. Les projets, aussi bien en tant que comédien, que metteur en scène, que réalisateur. Mais là, je suis en tournage en ce moment. Sur la Corse, je viens de terminer un tournage avec Gérard Huérier sur son prochain long métrage qui s'annonce... C'était tourné en plein oriental, c'est ça? Non, nous avons tourné ça sur Fouriane. C'est un lieu unique, ça se passe pendant un mariage. Et oui, ça promet. Oui, parce qu'il y a pas mal de comédiennes et de comédiens du cru. Et c'est vrai que ça doit être un beau film. Oui, et puis en parallèle, je viens de terminer une série, une adaptation du Rouge et du Noir de Stendhal pour France Télévisions. Là, c'était dans le nord de la France. Ça, c'est terminé. Et puis en ce moment, jusqu'à fin décembre, je suis en tournage d'une saga qui s'appelle, pour France Télévisions aussi, qui s'appelle D'écume et de sang. Où, c'est un beau challenge. C'est un beau challenge. C'est le papa idéal sur 5 épisodes, mais on découvre dans le 6e qu'il a quelques failles, ce monsieur. Comme quoi, l'orientation, finalement, vous l'êtes fait tous. Sinon, si vous n'aviez pas franchi le pas, vous vous destiniez à quelle carrière, alors? Mes parents avaient une librairie à Fouriane, et le Roi Lyre, c'était peut-être prédestiné, mais donc l'univers des livres me plaisait énormément, et quand ils ont décidé d'arrêter la librairie, ils m'ont demandé si ça pouvait m'intéresser, et ça a été un vrai dilemme, parce que c'est un magnifique métier, libraire, mais c'était leur chemin à eux. Le mien, c'était un autre, donc je travaille toujours entouré de livres, mais voilà. Vous avez tracé votre propre chemin. Oui, et je pense que de toute façon, ça aurait été un métier avec un contact avec le livre était indispensable. Et l'enseignement, j'ai toujours enseigné, que ce soit au Laetitia à Ajaccio, pour les terminales art du spectacle, ou là à Corté, ça fait 4 ans. L'enseignement aussi fait partie intégrante de ce qui me rend heureux. Nathanaël, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis le studio est ouvert. Lorsque vous avez une nouvelle production, n'hésitez pas à venir. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est à 18h. 18h ce soir. Ce soir, 18h. C'est quand même une découverte de soi, des autres. Ça apprend à écouter l'autre, à le regarder, être plus humble, plus attentif aux autres. Et c'est le théâtre qui nous l'apprend, tout ça. La valeur de l'expérience, ça a été de découvrir que tout marche bien quand on est tous ensemble à faire tous le même travail et on donne tous le mieux qu'on peut donner. Le théâtre, ça m'a beaucoup apporté, quoi. Je me sens plus à l'aise de parler aux gens, d'aller vers eux. Moi, je me suis lancée comme ça, sans me dire, est-ce que je vais être capable, est-ce que... Je me lance. Avant, je ne rentrais pas seule dans un magasin, jamais seule dans un bar. Je demandais jamais rien parce que j'avais honte.
Je crois que même mes enfants, même jusqu'à temps que je monte sur scène, ils ont eu peur pour moi, en fait. Peur que je me ridiculise. Le théâtre m'a aidée à moi. C'est tellement libérateur de sentiments, de sensations. Par exemple, quand on joue un personnage colérique, d'abord, c'est un travail sur soi, d'arriver à prendre ce personnage-là qui est colérique. Et finalement, ça détend un petit peu dans la vie de tous les jours, où on s'affirme un petit peu plus. Moi, je pense que le théâtre, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à partir du CP. Ça pourrait apprendre l'humilité, l'amour, la mansuétude, la compassion. Ça peut apprendre l'humanité, en fait. Hein. Le théâtre est une leçon de vie, oui. Je pense qu'on ne se comporte pas pareil dans la vie quand on a fait du théâtre. Jean-Louis Orlandetti, acteur-réalisateur, était également l'invité de ce festival du film engagé, Caméra Politique à Bigouille. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Un petit mot sur votre parcours tout d'abord. Comment vous êtes venu à ce métier passionnant qu'est le cinéma ? Parce que vous avez débuté en philosophie, je crois, c'est ça ? Oui, en études, oui, mais... non. Les études de philosophie. On dit on poursuit les études, on les rattrape pas toujours, mais bon. Mais non, j'y suis venu parce que j'ai toujours été un passionné de cinéma. Et c'est un mélange de hasard et d'empreinte familiale. J'avais mon père qui n'était pas dans le cinéma, il était enseignant, mais il avait toujours une caméra à la main, il filmait, il projetait des films quand j'étais petit à la maison. Donc voilà, il y a une espèce d'amour du cinéma qui est venu. Et puis après, le hasard a fait que je me suis retrouvé dans ce secteur, d'abord dans le secteur de... À Portich, c'est ça Non, à Portich, j'avais des salles de cinéma. Oui. Donc là, c'est fabuleux parce que je pouvais voir 8 films par semaine, c'était un régal. Et puis après, j'ai travaillé dans la communication pendant pas mal de temps, enfin pendant tout le temps d'ailleurs, un peu dans la presse. Et puis après, le hasard a fait que voilà, j'ai pu aborder l'audiovisuel, le cinéma, parce que j'avais du temps et je suis rentré là-dedans petit à petit. Vous étiez graphiste aussi. Oui, j'étais graphiste aussi, oui. Alors, vos premiers pas, finalement, c'est dans un monde que vous aimiez beaucoup, la boxe ? Oui, aussi. Oui, j'aimais la boxe, je faisais beaucoup d'entraînements de boxe. Et j'avais co-réalisé un documentaire sur la boxe, justement, avec un ami. Je viens de perdre le nom aussi, mon temps il va m'étrangler. Et donc voilà, ça a démarré là-dedans. J'avais travaillé déjà avant sur des tournages et j'avais travaillé aussi avec un ami sur le continent pour un doc. Je ne sais pas ce qu'il est devenu ce doc, s'il est sorti ou pas. Et puis après j'ai réalisé un court-métrage de fiction. On vous a vu dans pas mal de films aussi, dont Permis de construire avec Eric. Et donc vous êtes passé de l'autre côté avec ce film qui cadre bien avec le Caméra Politique, hein, puisque vous revenez sur les événements d'Aléria, c'est ça ? Alors sur les événements d'Aléria, ceux qui n'y étaient pas, le titre c'est ceux qui n'y étaient pas. Voilà. C'est capter le regard et la compréhension que peuvent avoir des jeunes qui ont aujourd'hui entre 20 et 27 ans sur cet événement, et puis ce qui a découlé, quoi, les 50 ans qui ont suivi. Et ça me semblait intéressant d'avoir un peu cette perception qui est décalée dans le temps et qui en même temps correspond à l'âge qu'on avait dans ces années-là, quoi. Donc 1975. 75, voilà. Et c'est un parallèle entre deux regards, deux vécus, et en même temps, c'est une mise à distance aussi qui est intéressante. Vous avez travaillé avec Maria Francesca. Avec Maria Francesca Valentini, qui était à la réalisation. Qui est co-réalisatrice. Qui s'est frappé tout le montage, je précise, parce que c'est la partie la plus horrible. Et voilà, elle a tout assumé. C'est quelque chose. Voilà. Et donc voilà, ça a été un travail intéressant et assez long. Et j'espère que le résultat. Comment s'est articulé justement votre travail ? Vous avez
Écrit un scénario, vous avez suivi, comment ça se travaille comme tout, c'est-à-dire qu'au départ on écrit un scénario et à l'arrivée ça n'a plus rien à voir. C'est toujours ça, c'est une des caractéristiques aussi du cinéma et du documentaire. Non, il y a eu une évolution à travers les discussions avec Madame Franceschi, avec Jérôme, avec la production, et puis aussi par des impératifs de réalité, quoi. On n'a pas pu tourner exactement tous. Enfin, si on avait pu, on aurait tourné 10 fois plus. Et donc, il a fallu faire avec les matériaux qu'on avait. Et puis, les discussions ont fait qu'on a abouti à ce résultat final. Alors, ensuite, il y a une sorte de casting, entre guillemets, parce qu'il a fallu chercher les intervenants qui étaient prêts à parler, ceux qui avaient quelque chose à dire. Donc, il y a eu un travail de recherche aussi là-dedans. Il y a eu, voilà. Alors, ça a été un peu, c'est fait à la fois par hasard, par connaissance, parce que trouver des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes filles qui ont envie de parler sur cet événement, c'est pas évident. Pas toujours évident, ce qu'on croit. Donc ça a été un peu une recherche comme ça avec des jeunes qui ont répondu, et au final il a fallu faire un choix entre les différents intervenants. C'est un documentaire qui tourne bien. Vous avez pu le programmer. Oui, mais il est passé sur France 3, il a été repris aussi par Viasté là, sur des extraits, ils ont repris différents extraits, différents passages, donc oui, il a une vie audiovisuelle pour l'instant qui a bien démarré. Quels sont les projets maintenant, tant acteur que metteur en scène ou réalisateur? Non, acteur, non. Je suis sur l'écriture d'un long métrage, mais comme je suis pas un fanat du travail, j'ai déjà à peu près 6 à 8 mois de retard. C'est un autre style, le long métrage. Réaliser un long métrage, mais bon, oui, je pense que ça aboutira d'ici 1 mois ou 2 ou 3. Ça sera sur quel thème? Vous avez déjà un thème? Ah oui, il y a un thème très précis, mais... vous voulez pas trop en parler, ça? Voilà, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué d'en parler tant qu'on n'est pas au bout du projet. En tous les cas, merci d'être venu nous présenter ce film, Ceux qui n'y étaient pas, donc un film de Jean-Louis Orlandais, qui était donc programmé à ce festival du film engagé Caméra Politique. Merci beaucoup. Et notre invité à présent, Ronnie Weiner, qui était donc invité à cette 2e édition du festival du film engagé qui se déroulait à Abigouille, le festival Caméra Politica. Notre invité, Ronnie Weiner, bonjour. Hello, bonjour. Ronnie Weiner, il est réalisateur israélien, c'est ça, hein, donc il est venu pour présenter trois documentaires, et nous aurons bien sûr une interprète, puisque malheureusement nous ne maîtrisons pas parfaitement la langue de Shakespeare. Un petit mot tout d'abord, Ronnie, sur votre parcours, comment vous êtes venu au cinéma en fait? So, since I was little, I knew I want to be an artist. Depuis que je suis petit, je sais que je veux être un artiste. My father was a theater director in the Soviet Union. Mon père avait une troupe de théâtre en Union soviétique. And I grew up in a poor family, but with rich culture. J'ai grandi dans une famille pauvre, mais avec une culture très riche. Justement, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce métier de la comédie, de ce côté artiste? Cinema is the mother of all arts. Le cinéma est la mère de tous le père ou la mère, je ne sais pas, de tous les arts. And for me, it's the hardest, but also the best way to tell stories on my society and on my private life. Pour moi, c'est peut-être la plus dure des manières, mais aussi la plus belle pour raconter des histoires sur ma société, ma propre société et moi-même. Il y a des acteurs ou des réalisateurs qui vous ont boosté un petit peu, qui vous ont donné envie de faire ce métier? Can you say some directors or actors that inspired you? What artists? So, yeah, I can. So, like past directors, really inspired me. Andrei Tarkovsky, Stanley Kubrick. Des réalisateurs, par exemple, comme Stanley Kubrick ou bien Andrei Tarkovsky. And, you know, of course, New Wave French cinema. Évidemment, la nouvelle vague du cinéma français. Cinéma français. Yeah, and contemporary,
like things I discovered during film school. Et des contemporains aussi que j'ai découvert pendant ma formation à l'école de cinéma de Tel Aviv. Yeah, I'm really into Iranian cinema. Par exemple, le cinéma iranien, And Korean cinema. le cinéma coréen. I'm really inspired by Bong Joon-ho Je suis inspirée par Bong Joon-ho and Romanian Radu Juda. et aussi les Roumains. And specifically, the first film I'm going to screen today was really inspired by Bautrevel by Claire Denis. Et en particulier, le film que je vais présenter, le premier documentaire, film que je vais présenter aujourd'hui, était inspiré par Claire Denis. Alors, justement, vous êtes à ce festival avec trois documentaires, trois petits films sur la jeunesse israélienne, c'est ça? No, it's fiction. Non. Fiction. Non, ce Three sont fiction films, des films de fiction all around 1 hour. qui vont durer, l'ensemble des 3 films dure environ 1 heure. And they are all contemporary. You can say political, but I don't consider myself a political director. I consider myself more existential director who Donc asks. ce ne sont pas vraiment des films qu'on peut caractériser de politique, ils sont contemporains, ils disent vraiment l'époque contemporaine en Israël, mais moi je me considère plutôt comme quelqu'un d'existentialiste plutôt que d'un cinéaste politique. Donc vous portez le regard, votre regard sur cette jeunesse et sur le pays. You see this youth and this country. Again, It's your question? youth, your look about this. Yes, in Israel, the films are considered a strong mirror to the society. En Israël, les films sont considérés comme vraiment un regard puissant, un miroir puissant de la société. Justement, quand on parle d'Israël, malheureusement, on parle beaucoup de politique. Comment se passe la vie culturelle en Israël? Yeah, so I can't, because I'm an Israeli who's making Israeli films, I can't run away from the situation. I know that everything I will make will be like political because the films are about Israel. And it's the most tense place in the world maybe today. En tant qu'Israélien, je ne peux pas échapper de raconter la situation, d'exprimer cette situation, mais bon, je fais des films. Justement, pour vous, c'est une vitrine, c'est une possibilité de montrer un autre visage peut-être d'Israël? Yeah, and I feel that it's kind of singular. So until the war started, people in Israel didn't want to hear about films like it, because for them the conflict is solved. But for me, I knew things are going to blow up in our society and with our neighbors. En fait, c'est assez singulier, c'est-à-dire que lorsque il y a eu la guerre, là, les gens ils n'ont plus voulu voir des films comme ça. Et I lost the end of your, what you say, that before after the war. Yeah, and after the war, I started to screen the films at cinematheques all over the country, and it's quite unusual because they are all films I made during my film school. Non, en fait, j'ai passé mon film dans beaucoup de cinémathèques dans le pays. And, yeah, and every screening was afterwards with a conversation with me, telling my experience. Et donc from the war. après, il y avait des réactions. Après les projections, on a eu beaucoup de réactions sur mes films. Et j'ai beaucoup parlé. Justement, ça peut changer le regard des gens. It's more of a self-reflection. Yes, it's a strong in your face. I don't go around in my films. I really go direct. En fait, moi, je prends pas des chemins de traverse. Je vais direct. Je rentre dans le lard de la situation. And in my films, I talk about us, not about the Arabs or the asylum seekers. I talk about the problems we have because I know the story.
En fait, dans mes films, je ne parle pas des autres. Je ne parle pas des Arabes ou des autres. Je parle de nous. Je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vu. The third film was shot in the south of Tel Aviv, and it deals with the African asylum seeker community in Tel Aviv. And donc le dernier film que je présente là, c'est un film que j'ai tourné dans le sud de Tel Aviv et qui montre des immigrés clandestins qui sont africains. Donc c'est vraiment une réalité pure et dure. Alors il y a ces trois films, donc Always, Already, Wait et On Wax, qui sont projetés. Ce sont des courts-métrages, 22 minutes, enfin des petites fictions, 22 minutes. Est-ce que vous avez aujourd'hui le désir de passer plus haut, de faire des longs-métrages? Yes, of course. That's unfortunately, short films are fascinating, but it's hard to get to the audience with short films. And to be a film director is making long films. En fait, oui, j'ai vraiment envie de faire un long métrage parce que malheureusement, les courts métrages c'est fascinant, mais ça n'attire pas le public. Donc, évidemment, j'ai envie de faire un long métrage. And for me, to really tell the story of my friends and my community, I needed to do a trilogy, not just one. I feel that every film works by himself, and all of them traveled the world in film festivals. En fait, pour raconter l'histoire de mes amis et de ma communauté, j'avais besoin de ne pas faire un seul film, mais de faire que je considère comme une trilogie. Alors, ils peuvent être vus en eux-mêmes, mais ils résonnent entre eux. Alors, vous étiez donc l'invité d'Artemar pour ce festival. Quel regard vous portez sur la Corse, qui était aussi un peuple identitaire? Yeah, I really fell in love in Corsica 3 years ago. I really feel that the Corsican people and the Israeli people there's a lot of resembling. We're not that different. You know, the Mediterranean temperament and island think. Yeah, we both live in a place that we can live only by plane or a boat. Yes. Alors, en fait, je suis tombée amoureuse de la Corse quand je suis venue la première fois. Et c'est vrai qu'il y a une puissance ici. J'aime cette île. Et cette question d'insularité donne aussi beaucoup de ressemblance avec Israël parce que ce sont des endroits où on peut arriver que par bateau ou par avion. Et donc, on est aussi une sorte d'île. Ronnie Wilder, merci beaucoup. Thank you very much. Notre invité. Merci beaucoup pour la traduction. Et donc, on rappelle ces trois documentaires qui étaient présentés, ces trois fictions qui étaient présentées à ce festival du film engagé Always, Already, White et On Wax. Jérôme Leroy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, mais avant cela, vous avez été professeur de français pendant de très nombreuses années. Qu'est-ce qui vous avait fait basculer définitivement dans l'écriture, en fait? J'ai pas basculé, j'ai toujours écrit, même quand j'étais prof. Et un moment dans ma vie est arrivé où finalement il a fallu faire un choix entre les deux et j'ai fait le choix de l'écriture. Mais je suis quand même resté relativement proche des milieux scolaires puisque je suis aussi auteur jeunesse et auteur pour les adolescents. Il y a des auteurs justement qui vous ont influencé ou qui vous ont donné envie d'écrire? Par exemple, pour ce qui concerne le roman noir, je fais souvent référence à Jean-Patrick Manchette. Jean-Patrick Manchette, il est mort en 1995 et il a été considéré comme le fondateur du néopolar, c'est-à-dire de ce mouvement d'auteurs comme Vautrin, comme Deninx, comme Hervé Prudon, comme d'autres, qui, dans les années 70, ont complètement renouvelé le polar, ont abandonné les histoires de truands pour s'attaquer, à travers le roman noir, aux problèmes politiques et sociaux de leur époque. Alors, vous n'êtes pas inscrit justement dans un seul registre, puisque vous écrivez
des romans, vous êtes poète, vous êtes également auteur pour la jeunesse, vous l'avez dit. On passe facilement d'un genre à l'autre. Bah écoutez, en fait, je pense que alors pour la poésie, c'est un peu à part. Pour ce qui est du roman ado ou du roman pour les adultes, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Je leur parle de la même chose. Je parle aux ados de la même chose que ce que je veux faire passer chez les adultes. Pas avec les mêmes moyens, évidemment, pas tout à fait de la même manière. Encore que certains de mes romans ados sont passés, quand ils sont passés en poche, sont passés sans indication d'origine, comme quoi la frontière est très mince. Alors, vous êtes aujourd'hui l'invité de ce festival du film engagé, Camera Politica. Vous-même, vous avez écrit un roman politique. J'en ai écrit plusieurs. Plusieurs, oui. Plusieurs. Le premier qui a un peu marqué, il remonte à 2011. Il s'appelait Le Bloc. Il était paru à la Série Noire. Et il racontait la possibilité d'une arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Je pense que j'étais un des premiers à cette époque-là à avoir analysé ce problème. Et je le faisais de l'intérieur puisque je faisais parler à la première personne deux militants, un qui était dans les cercles dirigeants et un autre qui était chargé des basses œuvres. Et vous restez à droite, puisque avec la petite fasciste. Avec la petite fasciste, je suis du Nord et c'est un roman qui parle entre autres choses des identitaires flamands, c'est-à-dire de gens qui sont pour qui l'identité, j'allais dire régionale, va avec quelque chose d'ultra réactionnaire et même franchement raciste. Et comment est née l'idée de faire ce roman ? Mais tout simplement parce que, comme tous les auteurs de romans noirs, je regarde ce qui se passe autour de moi. Et puis là, c'est encore ce qui se passe près de chez moi, puisque le roman se passe, je suis lillois, et le roman se passe dans les Flandres, au bord de la mer du Nord. Alors, il est question aussi de manipulation, d'influence. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu politique, de toute manière, il est un terrain rêvé pour l'auteur de romans noirs ou l'autrice de romans noirs, puisqu'il concentre, à travers la conquête du pouvoir, parce que c'est quand même la finalité, à travers la conquête du pouvoir, il concentre toutes les violences de l'époque. Alors ce festival, il a une particularité aussi, c'est qu'il va à la rencontre des scolaires. Ça aussi, ça vous tient à cœur d'aller un peu dans les collèges, voir un petit peu ce que les jeunes pensent. Bien sûr, ça a été mon métier pendant plus de 20 ans, et dans des quartiers difficiles. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose alors je ne transmets plus de la même manière que quand j'étais enseignant, mais il se trouve que si on peut parler de certaines choses qui sont pas forcément sur lesquelles ils n'arrivent pas encore forcément à mettre des mots. Ça, j'en suis très heureux. Il y a déjà d'autres projets de livres ? Oui, bien entendu, mais comme tous les écrivains, je n'en parle pas puisque je suis très superstitieux. Tant que c'est pas terminé, je n'en parle pas. Jérôme Leroy, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Voilà, un grand merci d'avoir participé à cette matinale avec nous. Nous sommes, comme d'habitude, sur RCI, Radio Corse Internationale, sur le Paese en rediffusion. Donc n'hésitez pas à y faire un petit détour sur notre plateforme rci.websiteradio.co. Là, vous avez tout. Vous allez même retrouver le podcast et le replay de cette émission et d'autres émissions que vous pourrez retrouver donc sur la plateforme et la radio en direct. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même antenne. Je vous embrasse très très fort, soyez prudents sur les routes. Tini de Vurte et à domani. Bonjour, salut à tous. Si vous impréguez